À la brigade de recherche de Guéret, dans la Creuse, un appel vient tout juste de tomber. Un coup de fil qui va mettre en effervescence pendant plusieurs jours les services de gendarmerie de tout un département. Alors on part sur... c'est une commune qui se situe à une trentaine de kilomètres de Guéret pour apparemment un vol à main armée dans un bureau de tabac qui vient de se produire il y a à peu près une demi-heure. Francis, 37 ans, est maréchal des logis-chefs. Et avec son expérience, il sait que dans ce type d'affaires, les premières heures sont essentielles. Car pour avoir une chance de mettre la main sur les braqueurs, les enquêteurs doivent collecter au plus vite un maximum d'indices. Et sur la route qui les conduit sur le lieu du braquage, un premier élément déterminant va être apporté aux gendarmes. Il y avait combien de personnes dedans? Ils étaient 4? D'accord. Bon, ok. Bon, écoute, ouais, on arrive. Là, on va pas tarder, là. Selon les premiers témoignages recueillis par la brigade locale, les braqueurs seraient donc au nombre de 4 et auraient été aperçus à bord d'une voiture. Même si l'information reste à confirmer, les gendarmes ont déjà mis en place des moyens conséquents pour tenter d'interpeller les auteurs du vol à main armée. Donc là, il y a un plan épervier qui a été mis en place. Donc c'est tous les gendarmes de permanence du groupement de la Creuse vont partir à des postes stratégiques par rapport aux axes de fuite du véhicule. Dans ce genre de circonstances, le plan épervier est un atout de taille pour les enquêteurs. Mis en place par le commandant de groupement, ce dispositif exceptionnel va mobiliser tous les gendarmes du département. Des hommes qui vont surveiller chaque national, chaque départemental, à la recherche d'une voiture avec 4 personnes à son bord. Après une demi-heure de route, Francis et son collègue, Christian, arrivent sur les lieux du braquage en fin d'après-midi. Bonjour, salut. Un petit village de 1500 âmes, avec son église, ses 2 boulangeries et ce bureau de tabac qui a été pris pour cible. Dans cette bourgade sans histoire, la délinquance est un phénomène rarissime. Alors, face à l'agitation des gendarmes, les passants ont compris qu'il venait de se passer quelque chose de grave. Ouais, mais c'est les infos qu'on a alors. Voilà, non, j'ai vu, on était plusieurs à la porte. Ouais. Si pour l'instant les gendarmes ne connaissent pas le montant du butin emporté par les voleurs, ils ont déjà plusieurs indices en leur possession grâce au témoignage de celle qui s'est retrouvée face au braqueur, l'employé du bar tabac. Choquée, la femme a été prise en charge par une équipe médicale et a quitté les lieux. C'est donc un officier de police judiciaire, Dominique, ici à droite, qui va faire le récit de l'agression. Il lui a dit la caisse. Et là, elle lui a répondu non, arrête, déconne pas. Arrête. Et là, il a pointé l'arme et il lui a dit je plaisante pas. Ouais. Donc là, elle a abdiqué et elle a obtempéré. Un braquage qui n'a pas eu lieu avec n'importe quel type d'arme. Selon les déclarations de l'employé, le malfaiteur aurait pointé sur elle un fusil de chasse. Donc un fusil. Elle a vu les 2 canons. Un fusil en taille normale, il est? Bah apparemment, oui. En fait, elle voit les 2 trous en face d'elle et c'est tout ce qu'elle voit, quoi. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont aucun moyen de savoir si le fusil était chargé. L'affaire est jugée sensible, car ici, dans la Creuse, les vols à main armée sont plutôt rares. Et dans ce village, le dernier en date remonte à plus d'1 an et demi. Si le braqueur semble avoir agi avec détermination, Francis espère bien trouver des indices dans le bureau de tabac, et notamment des empreintes. Ils ont touché quelque chose, non? Je sais pas. Non, apparemment, ils n'ont rien touché. Il a juste posé son sac sur le truc de la Française des Jeux, là. Et elle a mis les billets dedans, et il est parti, mais il était ganté aussi. Selon l'employé du tabac, le braqueur était ganté et cachait son visage derrière un foulard. Francis va donc devoir rechercher le moindre indice exploitable qui pourrait l'aider à identifier le voleur. Et vous allez voir que dans sa quête, le gendarme va bénéficier d'un sérieux coup de pouce du destin. Ce qu'il s'apprête à découvrir derrière, c'est 4 visages mystérieux et pour le moins surprenants. Car le braquage de ce bureau de tabac en pleine campagne est loin d'être une exception. Depuis quelques années, les actes de violence se multiplient un peu partout sur notre territoire et même dans les villages les plus reculés.
Parfois, les faits recensés n'ont rien à envier aux grandes métropoles comme Marseille ou Paris. Ainsi, les cambriolages ont augmenté de 60% en 5 ans en zone rurale. Mais le plus inquiétant pour les forces de l'ordre, c'est la recrudescence des vols à main armée. Il braque la poste et s'enfuit à pied. Vol à main armée dans une boulangerie. Attaque à main armée dans un magasin de déstockage. Même les départements les moins peuplés, comme la Creuse, ne sont pas épargnés par le phénomène. À Guéret, les hommes de la brigade de recherche sont en charge des dossiers les plus délicats. Et dans cette affaire qui a secoué tout un village, la traque de Francis et ses collègues pour retrouver le braqueur du bureau de tabac va durer plusieurs jours. Entre surveillance sous tension... Maintenant, on est parti pour une longue période d'attente. Certainement ce matin, peut-être cet après-midi, peut-être pas du tout, on verra bien. Perquisition déterminante. Calibre 16, 9 en tout, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça, il y a une heure dedans, une heure. Et interpellations qui vont nécessiter l'usage de la force. Les gendarmes de la Creuse vont découvrir que derrière le gang des 4 se cachent en fait de bien curieux malfaiteurs, dont l'amitié semble avoir joué le rôle de déclencheur. Mais la trahison de l'un d'entre eux va peut-être conduire le reste de la bande derrière les barreaux. Mais pour l'heure, Francis n'est qu'au tout début de son enquête. Et s'il veut avoir une chance de remonter la trace des voleurs présumés, il doit chercher le moindre indice. Le gendarme va peut-être pouvoir compter sur un allié auquel il ne s'attendait pas, car sur l'un des murs du tabac, l'enquêteur vient de repérer cette petite caméra de vidéoprotection. En interrogeant la gérante du commerce qui vient d'arriver sur place, Francis va apprendre que les images ne sont pas stockées ici, mais transmises directement chez une société de sécurité extérieure. Le gendarme décide donc de prendre contact avec eux, car l'appareil a peut-être filmé le braqueur en pleine action. Vous avez moyen de regarder si des fois on voit le gars qui a braqué? Je leur demande de vérifier sur la vidéo, parce qu'il reçoit la vidéo 20 secondes après. Après quelques minutes d'attente, la réponse tombe. Ok, merci beaucoup. Mais pas celle que Francis espérait. Il y a une caméra, mais qui apparemment s'enclenche que quand l'alarme est mise en route, a priori. Pour que le système de vidéoprotection fonctionne, l'employé aurait dû déclencher l'alarme en appuyant sur un bouton, mais l'attaque a été si rapide qu'elle n'en a pas eu le temps. Du côté de la gérante, il est temps de faire les comptes, afin de connaître exactement le montant du butin emporté par les voleurs. « 1337,59 et les 2 cartouches. 1337 €, soit la recette de la journée. En plus de l'argent, le braqueur a aussi emporté 2 cartouches de cigarettes. Peut-être un indice de plus pour Francis. Alors, l'enquêteur prend le temps de noter la marque. Là, je pense que je me suis pas trompé, mais peut-être demain j'aurai les idées plus claires, mais je pense que c'est... Pas d'empreinte, ni d'image de vidéoprotection. Pour l'instant, le braqueur semble avoir de la chance, mais peut-être pas pour très longtemps. Car ici, dans ce village paisible, tout le monde se connaît, et le passage d'une voiture avec 4 inconnus à son bord a sans doute attiré les regards des habitants. Aux avantages des départements ruraux comme ça, c'est la proximité justement des commerçants et des habitants. Ça nous permet d'avoir des informations que dans certaines grandes villes, on ne pourrait pas forcément avoir. Francis compte sur cette proximité avec les habitants pour tenter d'obtenir de nouvelles informations sur les voleurs présumés. Sur la place du village, la nuit est déjà tombée, mais une habitante va venir se présenter spontanément aux gendarmes car elle aurait une information à leur livrer. Il y avait des jeunes qui traînaient, 4 jeunes qui traînaient pas. Cette habitante n'a pas assisté au braquage, mais elle aurait aperçu 4 personnes totalement inconnues dans le village en train de rôder en voiture à proximité du tabac, moins d'1 heure avant les faits. Ils ont chauffé. Ils auraient repéré... Ils auraient repéré le truc là. Ouais. Un comportement suspect qui a incité cette femme à noter la plaque d'immatriculation du véhicule. Et même si elle n'a pas été capable de dire aux enquêteurs à quoi ces 4 individus ressemblaient, pour Francis, cette nouvelle information est une piste sérieuse à exploiter. Alors, pour savoir à qui cette voiture appartient, le gendarme part aussitôt pour la brigade locale afin d'analyser la plaque d'immatriculation.
L'enquêteur reste prudent quant à ce qu'il va découvrir, car souvent, lors des braquages, les malfaiteurs utilisent des voitures volées. Ouais, s'il te plaît. Une analyse qu'il va confier à Vanessa, une gendarme de 27 ans. Là, je passe la voiture au fichier d'immatriculation pour savoir à qui elle appartient. Ce fichier, le voici, le SIV. Dans cette base de données sont répertoriées toutes les voitures immatriculées en France. En quelques clics, Vanessa et Francis vont d'abord obtenir la marque et la couleur de la voiture suspecte. C'est une voiture qui correspond, puisque c'est une Clio, donc ça correspond à celle qui a été vue sur place. Mais ce qui intéresse plus particulièrement Francis, c'est l'identité du propriétaire de la voiture, surlignée ici, en rouge. Normalement, le véhicule appartient à une société. Quel type de société? On ne sait pas pour le moment, donc on va consulter les pages jaunes, hein, comme tout le monde peut faire. Hein. En consultant l'annuaire sur Internet, les gendarmes vont s'apercevoir qu'il ne s'agit pas de n'importe quel type de société. Donc c'est un garage. Le garage fait également fait également la location de voitures. Francis est perplexe, car après une rapide vérification dans un autre fichier, l'enquêteur va découvrir que le véhicule n'a pas été déclaré volé. Avec ce nouveau résultat, le gendarme se demande si ces 4 jeunes aperçus dans une voiture ont bien quelque chose à voir avec le vol à main armée. Seul moyen d'en savoir plus, prendre rapidement contact avec ce garage qui loue des véhicules. Donc là maintenant, le but, ça va être de contacter le garage. Si les auteurs ont vraiment loué cette voiture et l'ont utilisée, ce serait surprenant, mais ça va être le garage qui va pouvoir nous le dire. Louer un véhicule pour commettre un vol à main armée, Francis ne croit pas vraiment à cette hypothèse. Mais pour l'heure, c'est l'unique piste dont les gendarmes disposent pour progresser dans cette affaire. Pour obtenir la réponse à cette question, Francis va devoir attendre le lendemain car il est déjà 22 h et le garage qui loue des voitures est fermé. En cette fin de journée, les idées se bousculent dans la tête de l'enquêteur. À demain, merci. Car après 3 heures de recherche intense, le plan épervier est élevé, sans succès. Le gendarme se demande donc où pourrait se cacher le braqueur, car ce qui l'inquiète, c'est le sang-froid avec lequel le malfaiteur aurait pointé son fusil de chasse sur la victime. Une maîtrise qui laisse penser à Francis que cet homme dangereux pourrait rapidement repasser à l'action. Le lendemain matin, nous retrouvons Francis à la brigade de recherche de Guéret. L'enquêteur a demandé à la première heure des informations concernant le véhicule aperçu moins d'1 heure avant le braquage. Et il les a déjà obtenus. Ces précieux renseignements lui ont été transmis par le propriétaire de la voiture, un garagiste qui fait également agence de location. Et en examinant avec minutie chaque document envoyé par le professionnel, le gendarme va s'apercevoir que la voiture a été louée en bonne et due forme avec tous les documents nécessaires. C'est intéressant car j'ai donc le contrat de location donc, sur lequel j'ai un nom, un prénom. Et là j'ai le permis de conduire, enfin la photocopie du permis de conduire de celui qui a loué la voiture. Sur la photocopie de ce permis, l'enquêteur découvre le visage juvénile d'un homme qui porte des lunettes. Par réflexe, le gendarme va passer le nom et le prénom de ce jeune garçon, que nous appellerons Grégoire, dans le TAJ, le fichier des antécédents judiciaires. Et le résultat va se montrer très instructif. Donc la date de naissance correspond à celle de son permis de conduire. Donc déjà c'est un gars qui est connu de la justice. Là il est connu pour un usage de stupéfiants. Désormais, Francis peut mettre un visage sur l'un des 4 occupants de la voiture aperçue dans le village peu de temps avant le braquage. Celui de Grégoire, le locataire de la voiture. Et en continuant d'inspecter les documents en sa possession, le gendarme va découvrir un deuxième nom, car ce ne serait pas Grégoire qui aurait fait le chèque de caution, mais quelqu'un d'autre. Alors l'enquêteur va maintenant vérifier si le titulaire du compte, dont le nom et l'adresse figurent sur le chèque, n'est pas lui aussi connu de la gendarmerie. Une recherche qui va s'avérer fructueuse, car l'enquêteur va découvrir le visage d'un autre jeune homme, que nous appellerons Pierre, un garçon d'une vingtaine d'années qui multiplie les infractions depuis l'adolescence. Alors là,
Donc là, il est connu pour des destructions et des détériorations de biens, donc il y a véhicules. Mais aussi violence, usage de stupéfiants et port illégal d'armes blanches. Un casier impressionnant qui interpelle Francis. Il se demande s'il ne pourrait pas avoir face à lui l'auteur du braquage. Mais seules ses investigations futures pourront le déterminer. Donc le titulaire du contrat de location et le titulaire du chèque de caution devront au moins s'expliquer, si ce n'est pas eux qui étaient, donc savoir à qui ils ont pu prêter cette voiture pour savoir qui était dedans et qui a pu commettre le vol du bureau de tabac. Désormais, le gendarme se retrouve avec 2 suspects à interroger. Tout d'abord, Grégoire, ici à gauche, car c'est lui qui a loué la voiture aperçue par la témoin moins d'1 heure avant le braquage du tabac. Mais aussi Pierre, ici à droite, car ce serait un de ces chèques qui aurait servi de caution pour récupérer le véhicule. À ce stade de l'enquête, Francis ne peut émettre que des hypothèses. Ces 2 hommes ont-ils participé au vol à main armée ou se trouvaient-ils dans le village par le plus grand des hasards? C'est ce que Francis va maintenant chercher à découvrir. Et pour cela, il dispose d'un précieux indice, un numéro de portable laissé sur le contrat de location par Grégoire, l'homme qui a emprunté la voiture. Grâce à une simple réquisition auprès de l'opérateur téléphonique, le gendarme va ainsi pouvoir savoir où se trouvait le portable un peu avant et juste après le braquage. Donc là, le but de la téléphonie, c'est de savoir si le téléphone du locataire a déclenché hier sur la Creuse. Ça permettra d'apporter un peu plus d'éléments sur l'enquête. Pour obtenir sa réponse, Francis doit consulter la facture détaillée du téléphone. Dans les affaires de vol à main armée, les réquisitions sont traitées en urgence. Alors, moins de 5 minutes plus tard, le gendarme peut déjà entamer ses recherches. À chaque ligne correspond un appel, reçu ou passé sur le téléphone. Et cette colonne indique où le téléphone se trouvait à cet instant précis. Très vite, Francis va remarquer un détail troublant. J'ai un élément qui est très intéressant, puisque le locataire de la voiture, à 17h48, donc juste après le fait, d'accord, a déclenché le relais de... Pour la première fois dans son enquête, Francis vient d'obtenir un élément qui confirmerait son hypothèse, celle d'un braquage exécuté avec un véhicule de location. Car selon la facture détaillée, le portable de Grégoire se trouvait à quelques kilomètres du tabac, seulement 2 minutes après le vol à main armée. Une information qui vient confirmer les déclarations de la témoin, qui a indiqué aux enquêteurs avoir vu la voiture louée par Grégoire peu de temps avant le braquage. Désormais, pour les gendarmes, tout l'enjeu va être de déterminer qui se trouvait à bord de cette voiture. Car selon cette même témoin, il y avait 4 occupants à l'intérieur. Si Francis sait que Grégoire a loué la voiture et que probablement il la conduisait, il ne sait pas encore si Pierre, celui qui a fait le chèque de caution, s'y trouvait. Quant aux 2 autres passagers, pour l'instant, le mystère reste entier. Ça commence à faire beaucoup d'éléments contre cette personne. Alors, maintenant la priorité de Francis, c'est de retrouver la trace de cette voiture. Et pour ça, il va s'intéresser au chèque de caution laissé par Pierre au garagiste. Car sur ce chèque, l'enquêteur a relevé une adresse située en Corrèze. Je vais téléphoner à la Berre de Tulpe. Francis va donc demander aux gendarmes de cette ville d'effectuer une patrouille autour du domicile de Pierre pour vérifier si le véhicule de location ne s'y trouverait pas à tout hasard. On l'avait ça sur un chèque, donc c'est un russe. Bah ouais, si tu peux faire la vérif, ouais, ça serait sympa cet après-midi aussi, ouais. 1 heure plus tard, la réponse tombe. L'intuition de Francis semble avoir été la bonne. Je viens de recevoir un mail des collègues de la Corrèze qui viennent de me dire que la Clio qui a été vue hier sur le... eh bien, a été vue à 12h20 à l'adresse du titulaire du chèque. Grâce à ces investigations, Francis vient peut-être de trouver la planque des auteurs du braquage. Obtenir un tel résultat en moins de 24 heures, c'est assez rare. Alors, pour décider de la meilleure stratégie à adopter,
tous les responsables concernés par ce dossier vont se retrouver pour une réunion exceptionnelle. C'est bon, moi je suis prêt, mon colonel. Accompagné du commandant de groupement, Stéphane Daudrix, Francis se rend donc à la brigade territoriale de la commune où a eu lieu le braquage. À peine arrivé sur place, Francis va déjà informer ses collègues du dispositif qui a été mis en place pour ne pas perdre la trace de la voiture. Donc à savoir que la bouillarde de Tulle pour cet après-midi va se mettre en place là-bas, un petit peu en retrait, pour essayer de prendre des clichés photos des gars qui pourraient sortir, de là-bas. Donc j'aurais dit qu'à midi 20, ça y est, la voiture est ressortie, elle est à midi 20, elle est c'est sûr, stationnée. Bon, la voiture était... Est-ce qu'il y a eu urgence absolue à les taper tout de suite ce soir? Non. Pendant plus d'une heure, les gendarmes vont examiner toutes les options qui s'offrent à eux. Et au final, deux tactiques vont se dessiner pour tenter d'appréhender les suspects. La première serait d'aller les chercher directement au domicile de Pierre, l'homme qui a fait le chèque de caution. Mais pour l'instant, les enquêteurs ne savent pas si les deux hommes se trouvent sur place. On va à l'adresse et puis on reste à proximité. Est-ce que surveillance est logée, réalisée, si on est sûr qu'il soit bien là, quoi. La deuxième tactique serait d'attendre que Grégoire, l'homme qui a loué la voiture, la rende au garage pour le cueillir sur le vif, car selon le contrat, c'est demain que la location se termine. Après, bien sûr, tout dépend, donc effectivement, les objectifs qui vont se présenter demain au garage. Si le conducteur vient tout seul, le locataire, soit il vient accompagné de ce qui se fait formidable, on va dire. Il y a de grandes chances que la personne ne soit pas porteuse de son arme. Donc, pour un problème de sécurité et d'interpellation, ça serait plus... Si l'opération à l'agence de location semble beaucoup moins risquée pour les gendarmes, elle comporte un danger de taille. Les suspects pourraient plus facilement prendre la fuite s'ils aperçoivent les forces de l'ordre dans les parages. Évidemment, il faut être le plus discret possible pour qu'ils arrivent en confiance au garage. Est-ce qu'il y a une heure de restitution prévue? C'est prévu dans la matinée. Ce qui inquiète les gendarmes, c'est que Grégoire est le seul à avoir le permis. Il pourrait donc se présenter demain sans son acolyte. En revanche, une précieuse information donnée par le garagiste à Christian, le collègue de Francis, va conforter les enquêteurs dans leur idée. Vous avez déjà loué donc effectivement un véhicule en début de mois. Ils ont restitué ce véhicule qui est le même d'ailleurs, donc à l'issue de la location, donc le lundi. Et bon, ça s'est très bien passé, il était en état propre, bon, il n'y a aucun souci particulier par rapport à... On peut penser qu'ils sont en confiance vis-à-vis du loueur et qu'ils vont ramener tranquillement la voiture. La décision est prise. Les enquêteurs vont donc mettre en place des surveillances autour du garage pour tenter d'interpeller Grégoire. L'homme qui a loué la voiture. Les gendarmes espèrent que Pierre sera aussi à ses côtés lors de la restitution du véhicule et que les deux hommes leur permettront d'identifier leur complice présumé. Dans le cas contraire, une interpellation pourrait être lancée au domicile de Pierre pour tenter de mettre la main sur les suspects. Et si jamais il s'échappe, le commandant de groupement a pensé à tout. J'ai demandé à ce que l'hélicoptère qui est basé à Égletons, en Corrèze, et tout à côté de soit en alerte, susceptible d'intervenir au profit des enquêteurs, pour le cas, par exemple, où toute ou partie de l'équipe de malfaiteurs réussirait à prendre la fuite à bord d'un véhicule. Une quinzaine de gendarmes, un hélicoptère et surtout une inconnue de taille. Car si personne ne se présente demain à l'agence de location, toute l'enquête des gendarmes pourrait bien s'arrêter net. Et vous allez voir que pour les enquêteurs, rien ne va se passer comme prévu. « 5 heures le lendemain matin, Francis et ses collègues de la brigade de recherche de Guéret sont déjà sur le pied de guerre. Car les enquêteurs ont 2 heures de route pour se rendre sur le lieu des surveillances, un garage situé en Corrèze. Leur objectif, tenter d'interpeller 2 suspects qui pourraient avoir participé à un vol à main armée 2 jours plus tôt. Pour Francis, c'est toujours un moment un peu particulier. C'est l'adrénaline qui monte en espérant que tout va se passer déjà correctement pour tout le monde, donc que ce soit pour les enquêteurs, pour les collègues qui vont interpeller et puis pour les personnes qui vont être placées en garde à vue évidemment. Au petit matin,
Les premiers rayons du soleil apparaissent déjà lorsque les hommes de la BR arrivent à destination. Ils ont été rejoints par les gendarmes de la brigade territoriale qui suivent l'affaire avec eux depuis le début. Pour ces surveillances à haut risque, les gendarmes de la Creuse seront épaulés par leurs collègues de Corrèze, et notamment le peloton de surveillance et d'intervention du PSIG. Des hommes entraînés qui seront chargés de maîtriser les suspects en cas de problème. Le plan est simple, attendre que l'un d'eux ramène la voiture de location au garage pour intervenir. L'idée générale, c'est de laisser le véhicule rentrer. Les gens stationnent leur véhicule. Ils rentrent dans le local pour remettre les clés au garagiste. Et là, la BR les interpelle en souplesse. Il est 7h10. Dans moins d'une heure, le garage ouvre ses portes. Chacun rejoint donc son poste avec un rôle bien précis à jouer. Donc on va se rendre au garage. On va se mettre en surveillance. Chaque équipe qui a sa mission donc va se placer. Nous on reste en civil dans le garage. Et on espère procéder aux interpellations le plus vite possible du maximum de gars, si possible les deux déjà. Si Francis espère bien interpeller les deux suspects, c'est parce que la voiture de location que devrait ramener Grégoire aujourd'hui est garée devant le domicile de Pierre, l'homme qui a fait le chèque de caution. Toute l'opération de ce matin repose donc sur cette fameuse voiture. Alors, un dispositif particulier a été mis en place pour ne jamais la perdre de vue. Des militaires sont déjà postés devant la maison du suspect et tout au long du trajet entre chez lui et le garage de location. Francis et ses collègues de la brigade de recherche partent pour le garage. À partir de cet instant, pour ne pas compromettre les surveillances, nous suivons toute l'opération en caméra cachée. Messieurs, dames, bonjour. Après s'être présentés, les enquêteurs prennent connaissance des lieux. Et tandis qu'une partie de l'équipe de Francis attendra dans l'arrière-boutique, le gendarme va se faire passer pour un client du garage. Maintenant, on est parti pour une longue période d'attente. Certainement ce matin, peut-être cet après-midi, peut-être pas du tout, on verra bien. Pendant ce temps, à moins de 2 km de là, une longue attente commence aussi à la brigade locale. C'est ici que la sonnette doit retentir si la voiture de location se déplace. Dominique, 42 ans, a été l'un des premiers à arriver sur les lieux lors du braquage. Et aujourd'hui, il fera partie de la deuxième équipe, celle qui viendra prêter main forte à Francis lors des interpellations. Là, en l'occurrence, on les interpelle dans un lieu public. Donc c'est finalement plus sécurisant que dans un appartement, dans un lieu qu'on ne connaît pas. Mais le temps passe, et 4 heures après l'arrivée des gendarmes, toujours rien, aucun appel radio. Du côté du domicile de Pierre, c'est le calme plat. Les enquêteurs commencent sérieusement à douter de la stratégie adoptée. S'ils veulent la ramener que cet après-midi, ils vont sûrement s'en servir dans la journée. Donc est-ce que c'est pas bon aussi de les sauter quand ils vont remonter dedans pour partir peut-être quelque part ou pas? C'est une possibilité, le seul truc à prendre en compte, c'est la potentielle arme. Hein. Les heures défilent, et la voiture de location est toujours à l'arrêt. Les gendarmes sont inquiets. Ils se demandent si Pierre et Grégoire, les deux suspects, n'ont pas tout simplement abandonné la voiture devant le domicile avant de prendre la fuite. 16h30, le garage ferme ses portes dans une demi-heure, quand soudain, Dominique reçoit un appel radio. La voiture Target vient de quitter l'emplacement de parking avec 2 filles à bord. Oh merde! Une vingtaine d'années quitte le domicile avec la voiture Target. Les gendarmes ne s'attendaient pas du tout à ça. Au lieu des 2 suspects, 2 femmes viennent de monter à bord de la voiture. Ouais, bon, ça ne nous arrange pas, puisque les auteurs présumés, ce ne sont pas eux qui ramènent le véhicule. Dans quelques instants sur D8, Francis et ses collègues vont enfin découvrir qui se cache derrière le gang des 4. Bonjour. On peut vous demander ce que vous faites avec le véhicule là? Tu l'avais loué? Non, mais c'est mon copain. Au cours de leur perquisition, Ça c'est un poule au sodium, ça sert à faire pousser les plein de cannabis. les gendarmes vont aller de surprise en surprise. Calibre 16. Il n'y a pas de fusil de chasse ici, rien? Ah non. On va pas retrouver, vous êtes sûr? Bah, j'espère pas. Et l'étau va se resserrer petit à petit sur les présumés malfaiteurs. Il y a une liasse, d'accord, pour tenir les billets.
Je vois pas ce qu'un particulier peut faire forcément avec ça. Mais le plus difficile reste à venir, l'interpellation des suspects, car l'un d'entre eux pourrait être armé et dangereux. C'est plus sécurisant qu'au lieu du domicile. En plus, il est susceptible de détenir une arme. Une traque palpitante qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Mais ils ne perdent pas de temps, car désormais la priorité, c'est d'aller perquisitionner au domicile de Pierre, celui que les gendarmes espéraient arrêter. Comme la voiture qui aurait servi au braquage était garée là-bas, les enquêteurs espèrent y découvrir des indices. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la perquisition du domicile. On va commencer par ça. Elle ne connaît rien, par là? Elle a la pétoche. Elle voit qu'il y a beaucoup de monde. Une perquisition qui aura lieu en présence de la jeune femme. 10 minutes plus tard, c'est tout un bataillon de gendarmerie qui débarque chez elle. Une petite habitation de ville sur 2 étages. La jeune femme a-t-elle dit la vérité ou Pierre se trouve-t-il à l'intérieur de la maison avec une arme? Francis veut s'en assurer avant d'entrer. Laisse passer le psy, les en première. Après une rapide vérification, rien à signaler. La maison est déserte. Mais bon, il n'y a personne, non? La perquisition peut commencer. Les gendarmes vont maintenant passer la maison au peigne fin. Francis va d'abord se rendre dans la chambre du couple. Et très vite, l'enquêteur va tomber sur ce paquet de cigarettes. Un paquet qui lui rappelle quelque chose, car ce sont des cigarettes de cette marque qui ont été dérobées lors du braquage du tabac. La perquisition de la chambre, pour le moment, il n'y a rien. C'est plus qu'éventuellement intéressant. Voilà, pour le moment, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial, donc on continue la perquisition. Car ce paquet n'est pas un élément de preuve suffisant pour être retenu par l'enquêteur. C'est donc maintenant au tour de la chambre d'amis d'être passé au crible. Dans cette toute petite pièce, les gendarmes vont tomber sur des objets intéressants que l'on ne trouve pas habituellement chez monsieur et madame tout-le-monde. Là, c'est une lampe avec un réflecteur. Ça, c'est des ampoules au sodium. Ça sert à faire pousser les plantes cannabis à l'intérieur. Ça appartient à qui, ça, madame, ce matériel? C'est un... D'accord. Après une hésitation, la jeune femme finit par avouer que tout ce matériel appartient à son compagnon. Elle ne semble pas très à l'aise, et les enquêteurs vont très vite comprendre pourquoi. Au rez-de-chaussée, sous un lavabo, cette gendarme a fait une belle découverte dans un sac en plastique. 7. Dans un plastique derrière. Les gendarmes viennent de trouver 7 plaques de résine de cannabis, soit près de 3 500 € à la revente. Pierre, le deuxième suspect du vol à main armée, semble se livrer à un commerce illicite. Alors, même si les enquêteurs ne vont pas se focaliser aujourd'hui sur cette découverte qui sera transmise aux stupes, tout le monde dans la maison redouble d'efforts. Et chaque matelas, chaque objet est inspecté, retourné, une persévérance qui finit par payer. Il va falloir mélanger les cartouches. C'est dans le tiroir, calibre 16, 9. 9 en tout? 9 en tout, il en manque une sur les 10. Et toutes non percutées. Le gendarme vient de tomber sur plusieurs cartouches de fusil de chasse, toutes prêtes à l'emploi. Un élément compromettant, car ces cartouches pourraient correspondre à l'arme qui aurait été utilisée pendant le braquage. Francis en est désormais convaincu. Pierre pourrait être impliqué dans le braquage du tabac, alors il va faire monter la pression d'un cran en questionnant sa compagne. Il n'y a pas de fusil de chasse ici, rien? On va pas en trouver, bien sûr. Bah, j'espère pas. La jeune femme semble découvrir les choses en même temps que les gendarmes. Francis n'insiste pas et continue donc son inventaire. Car David, un de ses collègues de la brigade de recherche, a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant dans cette sacoche. Des billets. C'est quoi ça? Ah. Avec ça, c'est intéressant, ça. C'est à qui l'argent, là? C'est à qui l'argent? D'accord. Une fois de plus, la jeune femme désigne son compagnon. Si la somme trouvée n'est pas très importante et pourrait ne pas provenir du braquage,
Un petit détail va rapidement attirer l'attention de Francis. Donc là, on a trouvé de l'argent, donc 170 € en billets. D'accord, donc ce qui nous intéresse évidemment. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a une liasse, d'accord, pour tenir les billets. Je vois pas ce qu'un particulier peut faire forcément avec ça. Cette petite bande de papier rouge est ce qu'on appelle une ganse, dans le jargon financier. On la trouve normalement dans les banques ou dans les commerces. Un indice de plus pour Francis, qui vient s'ajouter à tous les autres. Alors, ça c'est bon, ça on saisit ça. Ça on saisit ça, ça on saisit ça, on est d'accord. Alors, je peux me passer le carton. 770 grammes de résine de cannabis, 9 cartouches de fusil de chasse et 170 € trouvés avec une ganse, un anneau en plastique utilisé par les commerçants. Le bilan de cette perquisition est conséquent. Là, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est interpeller sur... Car au vu de tout ce que les gendarmes viennent de découvrir dans sa maison, Pierre va devoir s'expliquer, et notamment justifier son emploi du temps le jour du vol à main armée. Selon sa compagne, le jeune homme serait au travail. Alors, en attendant que les gendarmes procèdent à son interpellation, la jeune femme et sa mère sont emmenées à la brigade locale où elles vont être entendues en tant que témoins. Pendant ce temps, Dominique et son équipe prennent déjà la direction du travail de Pierre, une entreprise qui se trouve à quelques kilomètres de là. Vous avez l'habitude de ce genre d'interpellation sur le lieu de travail? Oui, ça arrive. C'est aussi en général plus sécurisant qu'au lieu du domicile. Logiquement, là, en l'occurrence, en plus, on sait que c'est un vol à main armée, donc il est susceptible de détenir une arme. Car si les gendarmes ont trouvé au domicile de Pierre des cartouches de fusil de chasse qui pourraient correspondre à l'arme du braquage, ils n'ont pas retrouvé l'arme elle-même. Alors ils se demandent si le suspect ne pourrait pas l'avoir avec lui. Comme l'homme est déjà connu pour des faits de violence, les enquêteurs veulent l'interpeller sur le vif pour qu'il n'ait pas le temps de réagir. C'est donc en force que les gendarmes débarquent. Une dizaine d'hommes en tout, dont ceux du PSIG. Mais une fois sur place, les enquêteurs vont s'apercevoir que l'entreprise où travaille Pierre s'étend sur plusieurs hectares. Et dans le premier bâtiment, il n'y a aucune activité. Vous pensez qu'on l'a loupé? Non, on peut pas dire, hein. Il peut être dans le local, il peut être, vous voyez, le chantier il est très grand, donc il peut être n'importe où. Il peut être n'importe où. Personne. Plus les minutes passent, plus l'opération est compromise. Le suspect pourrait être averti à tout moment de la présence des gendarmes et prendre la fuite. Alors, les hommes du PSIG se dispersent aux quatre coins du site pour tenter de localiser leur cible. Après quelques minutes, Dominique remonte déjà en voiture, car le suspect aurait été aperçu à moins de 500 mètres de là, dans un autre bâtiment. Lorsque le gendarme pénètre dans le hangar, les hommes du PSIG ont déjà trouvé Pierre. Ils l'ont maîtrisé au sol pour procéder à une fouille réglementaire. Ainsi, ils s'assurent qu'il n'a pas d'arme sur lui. Dominique suit la procédure. Il va maintenant lire ses droits au jeune homme. À compter de cet instant, il est placé en garde à vue. C'est bon. Bonjour monsieur. Vous êtes informé que vous êtes passé en garde à vue, donc dans le cadre d'une procédure concernant un délit ou un crime, en l'occurrence c'est un crime, dont la nature a été portée à votre connaissance par les enquêteurs, c'est ce que je viens de vous dire, le vol à main armée, on creuse. D'accord? Ça vous dit rien? Ah, ben non, je crois pas. Donc vous allez être interrogé sur ces faits pendant le déroulement de la garde à vue, qui peut durer 24 heures. Et à l'issue de la garde à vue, ça peut être prolongé de 24 heures. L'interpellation du suspect a été plus difficile que prévu. Mais pour Dominique, l'officier de police judiciaire, c'est une première satisfaction. Tout s'est passé en douceur, on va dire. Pas du tout comme prévu, mais en tout cas en douceur et relativement bien finalement. Puisqu'on a le principal suspect, c'est celui qu'on voulait en priorité. Donc c'est une bonne chose. Placé en garde à vue depuis son interpellation, Pierre doit patienter à l'intérieur de la brigade territoriale en attendant son transfert. Ce n'est qu'à Guéret qu'il sera auditionné.
car l'affaire relève du procureur de la République de la Creuse, là où s'est passé le braquage. Mais visiblement, l'attente semble lui faire perdre patience. Et le suspect souhaite faire comprendre à l'enquêteur qui le surveille qu'il n'y est pour rien. Tromper de personne. Comment? Tromper de personne, maintenant. Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Hein. J'ai rien à cacher. D'accord, ben, on va voir ça. Selon Pierre, les gendarmes font fausse route. Mais à cet instant, il ignore encore que les enquêteurs ont perquisitionné son domicile et qu'il possède peut-être des éléments probants contre lui. Le silence s'installe et l'atmosphère est de plus en plus lourde. Au bout de quelques minutes, le suspect finit par s'emporter. Vous êtes formellement, regardez-moi dans les yeux et dites-moi, monsieur, je suis 100% sûr que c'est vous. Non, je vous ai dit que vous étiez mis en cause dans une affaire de main armée, dans un tabac presse. Mais ce que Pierre ne sait pas, c'est que pendant qu'il se faisait arrêter, sa compagne a été entendue par les gendarmes locaux en tant que témoin. Et la jeune femme aurait fait aux enquêteurs des révélations particulièrement intéressantes. Voici ce qu'elle déclare. Nous étions invités à un anniversaire à Montluçon. Nous avons dû partir vers 16 h de chez nous. Et quand le gendarme demande à la jeune femme comment elle et son compagnon s'y sont rendus, elle affirme « C'est Monsieur X qui nous a ramenés car nous n'avons pas le permis. Avec un véhicule Renault Clio marron loué au garage. » La compagne de Pierre l'ignore, mais en quelques phrases, elle vient de livrer de précieuses informations qui confirment les soupçons des gendarmes. Car la jeune femme reconnaît qu'elle était bel et bien à bord de la voiture aperçue par une témoin le jour du braquage, en compagnie de Pierre, son compagnon, et de Grégoire, un ami. Selon elle, c'est cet ami qui conduisait la voiture. Or, les gendarmes savent que le téléphone de Grégoire était à quelques kilomètres du tabac braqué, seulement 2 minutes après le vol. En faisant ces révélations, la jeune femme compromet ses amis, mais elle aussi. Du coup, elle n'est plus une simple témoin, et comme son compagnon, elle est placée en garde à vue pour être auditionnée de manière plus approfondie. Je pense qu'elle va bien nous faire progresser. Pour l'instant, c'est encore un peu timide, mais c'est parfait. Elle nous apporte déjà dans les grandes lignes ce qu'on voulait savoir. Désormais, les gendarmes vont tenter de savoir ce qui s'est réellement passé le jour du braquage pour déterminer le rôle de chacun. Car pour l'instant, les enquêteurs ont arrêté Pierre, l'homme qui a fait le chèque de caution, et chez qui des cartouches ont été retrouvées, ainsi que sa compagne, qui ferait partie des 4 occupants de la voiture. Mais il reste encore à interpeller Grégoire, qui a loué le véhicule, et le 4e individu dont l'identité reste inconnue. Alors, pour tenter de les localiser, les gendarmes vont maintenant quitter la Corrèze et transférer Pierre et sa compagne dans la Creuse pour qu'ils soient auditionnés. Les enquêteurs espèrent que le jeune homme qui nie tout en bloc depuis son arrestation se montrera un peu plus loquace lors des auditions. À mon avis, le peu de transport qu'il y a, même s'il y a un peu moins de 2 heures, c'est pas suffisant. Par contre, une nuit en cellule, certains caïds, ça leur fait rien, ils sont habitués, mais lui, il n'est pas habitué, donc ça peut l'aider. Ça peut l'aider et lui délier la langue. Il est 23 h quand Pierre et sa compagne arrivent enfin à la brigade de recherche. Pour faire avancer leur enquête, les gendarmes décident de procéder dès maintenant à une première audition. Car s'ils veulent appréhender Grégoire et le 4e occupant de la voiture, ils doivent recueillir de nouveaux éléments. Mais pour Emmanuel et Stéphane, chargés d'interroger la compagne de Pierre, cela commence plutôt mal. Depuis son placement en garde à vue, la jeune femme refuse de parler aux enquêteurs et elle commence même à perdre patience. Vous voulez que je vous dise quoi? Que j'ai été chercher des clopes? Je sais pas, Je ne dis pas que vous avez été chercher des clopes. Il y a des détails, je suis désolé. Il y a des détails, ouais, les détails, je sais pas. Parce que le problème, c'est qu'il y a eu des témoins. Alors s'il y a des témoins, j'en sais rien, moi. Voilà. Vous avez votre travail de fait, alors. Non, ce que vous dites correspond. C'est faux. Si c'est faux, je sais pas. L'attitude de la jeune femme exaspère les enquêteurs, qui ne veulent pas perdre leur temps. Alors ils vont user d'une stratégie souvent payante, faire prendre conscience au gardé à vue de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Je vais vous lire ce que vous risquez. Parce que on n'est pas persuadé avec mon collègue que Je comprends. Oui, non. Bah, vous inquiétez pas, je comprends. Je croyais que ça me fait rire en fait. Non. Ah non, Non, parce que vous voyez, j'ai apporté une voiture tout à l'heure, je croyais rentrer chez moi et tout ce qui me tombe sur la gueule, non, ça me fait pas Là, on va rire. vous dire une chose, là, vous risquez la cour d'assises. Oui, bah je sais bien, et Voilà. qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Que je pleure devant vous, que je fasse quoi? Ça va changer Je ne quoi? demande pas de pleurer. Ça va rien changer. Je de demande toute simplement façon. de me dire ce qui s'est passé. Mais rien n'y fait. La jeune femme ne semble pas du tout prête à collaborer avec les gendarmes. En revanche, dans la pièce à côté, Dominique et Francis vont avoir un peu plus de chance avec Pierre, son compagnon. L'homme semble disposé à tout leur raconter. Qui c'est qui a décidé d'aller louer la voiture? Vous aviez une idée? Vous vouliez faire une virée? Bah, c'est moi qui ai loué la voiture. Hein. On puisse bouger le week-end. Ensuite, c'était l'anniversaire à C'était pour l'anniversaire. Pierre aurait donc loué la voiture aperçue lors du braquage pour aller à une soirée d'anniversaire. Comme lui et sa compagne n'ont pas le permis, c'est donc une connaissance qui leur aurait servi de chauffeur. Alors Francis va maintenant essayer de connaître leur emploi du temps le jour des faits pour savoir s'ils n'auraient pas pu faire un petit stop en chemin. C'est préparé pour partir à Montsou. 3h30. Donc vous êtes monté sur Montluçon? Ouais. Donc nous sommes montés. Oh putain, on s'est arrêté. Où? Oh, ouais. Pour? Je savais acheter des clopes. Vous pouvez situer à peu près? Vous pouvez à peu près situer? C'est la place de l'église. Ouais. Ensuite, vous avez fait quoi? Ensuite, on est reparti à Montluçon. Avec calme, Pierre vient d'avouer à l'enquêteur que Grégoire s'était bien arrêté dans le bureau de tabac, victime d'un vol à main armée ce jour-là. Or, les gendarmes savent que le portable de cet homme était seulement à quelques kilomètres du commerce, 2 minutes après le vol. Pour Francis, il se pourrait donc que Grégoire soit en fait le braqueur qu'il recherche, puisque c'est lui qui serait entré dans le bureau de tabac, selon les dires de Pierre. Mais l'information que les gendarmes rêveraient d'obtenir, c'est l'identité du 4e occupant de la voiture, celui qui se trouvait avec les 3 jeunes ce jour-là. Et une fois de plus, Pierre va se montrer coopératif. C'était un copain de Montluçon, il était venu passer la semaine Un copain de Montluçon, qui s'appelle comment? Sans retenue, Pierre dévoile le nom du 4e occupant de la voiture, un homme qui serait l'un de ses amis et que nous appellerons Charlie. Francis compte profiter de la situation pour en apprendre un maximum sur ce nouveau suspect, à commencer par son adresse. Donc est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de... Charlie habiterait dans un foyer de jeunes travailleurs dans l'Allier, le département voisin, mais il est trop tard pour vérifier l'information. Ce n'est donc que demain que l'enquêteur pourra faire le nécessaire pour le localiser précisément. Après une première audition riche en révélations, le gendarme préfère laisser Pierre dormir un peu avant de le réentendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il reconnaît être passé à... s'est arrêté au bureau de tabac qui se trouve place de l'église, donc là où il y a le vol à main armée. Bon, a priori, lui portant le commerce, donc ça sera peaufiné demain. Ce soir, Pierre va dormir sur place, derrière les barreaux. Comme il n'y a qu'une seule pièce disponible dans cette brigade de recherche, sa compagne va être transférée dans une gendarmerie alentour où elle passera sa toute première nuit en cellule. À ce stade de l'enquête, les gendarmes savent donc que les jeunes étaient 4 dans la voiture. Grégoire, le conducteur. Pierre, qui a fait le chèque de caution. Sa compagne et un certain Charlie. Ils ont aussi appris que les suspects se seraient bien arrêtés dans le bureau de tabac le jour du braquage pour acheter des cigarettes. Mais pour le moment, impossible d'en savoir plus. Les auditions du lendemain s'annoncent donc déterminantes pour tenter de savoir si les gendarmes ont bien affaire à un gang de malfaiteurs ou si au contraire, ils font fausse route depuis le début. Car pour le moment, ils n'ont ni armes ni aveu.
Et sans de nouvelles preuves, leur enquête pourrait bien vaciller dans les prochaines heures. Dans un instant sur D8, vous découvrirez la fin de cette enquête à rebondissement pour retrouver les auteurs du braquage du tabac. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors? C'est là que le petit avait En quelques heures, les gendarmes vont multiplier les opérations coup de poing et faire de belles trouvailles. Dans le sac de voyage, là en dessous? Ouais, dans le sac de voyage. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça, il y a une heure dedans, une heure. Mais malgré les indices qui accablent les suspects, les enquêteurs vont se heurter à un mur de silence. Vous savez de quoi vous parlez, mais de toute façon je parlerai pas déjà. Vous saviez ce qui allait se passer. Faut arrêter les conneries. Faut pas nous prendre pour les lapins de Maintenant, six. combien de temps vous laissez la voix avec moi comme ça? Mais parce que, autant on peut être sympa, autant si je vois que vous nous racontez des conneries, moi ça me gonfle. Au fil des auditions, Francis et ses collègues vont découvrir que derrière toute cette histoire, il y a d'abord une amitié très forte. Je crois qu'il comprendrait que quand il sera Ah, lui. enfermé entre quatre murs. Un sentiment qui risque de causer la perte du gang des quatre. Le lendemain matin, à la brigade de recherche, tout le monde est sur le pont. Pour faire avancer leur enquête, les gendarmes ont plusieurs éléments à creuser. D'abord, localiser Grégoire, le braqueur présumé. Pour cela, ils disposent d'un numéro de téléphone puisque le suspect l'a laissé en louant le véhicule. C'est Stéphanie, une adjudante de 32 ans, qui va se charger du volet téléphonie. Si on veut pouvoir l'interpeller, il faut qu'on sache exactement où il est à l'instant T. C'est donc par réquisition qu'elle demande la localisation de son téléphone. Un moyen de voir instantanément le positionnement de l'appareil et donc par extension de son propriétaire. Mais la réponse qui lui arrive immédiatement n'est pas vraiment celle qu'elle espérait. Le mobile est coupé, donc on ne pourra pas déterminer la localisation. Donc il a dû éteindre son téléphone, certainement parce qu'il a dû comprendre que ses complices avaient été interpellés. Et donc là, il ne veut plus qu'on puisse le retrouver. Il a donc coupé tout lien avec l'extérieur de façon à ne pas être repéré à l'endroit où il se trouve. Alors, en attendant de voir si le portable de Grégoire se rallume, les gendarmes vont se concentrer sur leur autre priorité, retrouver le fameux Charlie, le quatrième occupant de la voiture, dont ils ne connaissent pas encore le rôle exact. Grâce à l'audition de Pierre, son ami, ils savent que le suspect habiterait dans un foyer de jeunes travailleurs dans l'Allier. Alors Christian, un collègue de Francis, va contacter les gendarmes locaux. Ouais, parce que comme il sait quand même qu'il a participé de près ou de loin, enfin ça sera peut-être plus de près qu'à un fait délictueux, donc à mon avis, il va peut-être se méfier quand même un peu, quoi. Au téléphone, l'enquêteur expose brièvement les faits aux gendarmes de la ville pour qu'ils mettent en place des surveillances autour du domicile de Charlie. Car pour le moment, les gendarmes ne savent pas si le témoignage de Pierre est fiable à 100%. On a demandé à la brigade locale d'aller faire des vérifications, de voir si les commerçants le connaissaient, etc. Les recherches commencent donc pour localiser Charlie. Et pendant ce temps-là, les auditions de Pierre et de sa compagne reprennent. Francis vient chercher le jeune homme pour un nouvel interrogatoire. Il entame sa 17e heure de garde à vue. Ça va? C'est bon? Vous avez pu dormir un peu? À première vue, le jeune homme semble fatigué, éprouvé même. Et il semblerait que la nuit lui ait porté conseil et qu'il a, ce matin, de nouveau envie de parler. La veille, Pierre a affirmé que Grégoire était entré dans le bar tabac pour acheter des cigarettes. Et les gendarmes savent que le portable de cet homme était dans les parages juste après le braquage. Alors maintenant, ils aimeraient connaître la suite. Qu'est-ce qu'il a fait là, exactement? Quand il est parti au bureau de tabac, quand il s'est rendu dans le commerce, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait ça, je sais pas, je sais pas. Non mais, sorti de la voiture, il est sorti directement, il est parti au commerce, dans le bureau de tabac? Oui, il avait un sac avec lui. Un sac comment? Un sac de course. Un sac de course pour acheter des cigarettes. Un détail plus que troublant pour les gendarmes. Mais ils ne vont pas se poser de questions bien longtemps. Car c'est ce moment que choisit Pierre pour faire une révélation accablante. Selon le jeune homme, Grégoire lui aurait fait des aveux en revenant du tabac. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors? C'est là que le petit avait traqué le tabac. Il a dit braquer.
Et il a fait le malin en faisant voir ce qu'il avait piqué ou vous n'avez pas vu? Alors, c'est quoi? Si vous avez montré les clopes, il y avait combien de clopes? Il y avait des cartouches. Et il a fait voir de l'argent? Oui, il fait de l'argent. Habituellement, il n'a pas d'argent. Grégoire serait donc revenu à la voiture avec plusieurs paquets de cigarettes et une quantité anormale de billets de banque. Des indices qui pourraient correspondre avec le butin du vol à main armée. Il se pourrait donc que Grégoire soit bien l'auteur du braquage et que l'intuition des gendarmes ait été la bonne. Pierre semble vouloir en finir au plus vite. Visiblement, sa nuit en cellule lui aurait fait prendre conscience de ce qu'il risquait. Et il ne voudrait pas être le seul à porter le chapeau dans cette affaire. Les enquêteurs se font alors plus pressants pour tenter d'obtenir des aveux et découvrir le rôle précis des 3 autres occupants de la voiture, à commencer par lui. Vous connaissant peut-être un petit peu, vous vous êtes peut-être douté qu'il allait faire une connerie, non? Moi, ce mec-là, je l'ai jamais vu faire quoi que ce soit, pas de connerie, je l'ai jamais vu faire ouais. Donc, sur le coup, forcément, je me doutais pas qu'il allait faire un truc comme ça. Ouais. Pierre raconte aux gendarmes qu'il était très loin de s'imaginer que Grégoire allait commettre un tel geste. Mais les enquêteurs ne sont pas convaincus. Alors, pour savoir s'il dit vraiment la vérité, ils vont s'intéresser aux moindres petits détails. Vous me faites le croquis, s'il vous plaît, par rapport au bureau de tabac. À l'aide d'un dessin, le jeune homme va devoir montrer où s'est garé Grégoire, le braqueur présumé, pour acheter ses cigarettes. Et voici ce que Pierre va dessiner aux enquêteurs. D'après son schéma, Grégoire aurait arrêté la voiture à plus d'une centaine de mètres du bureau de tabac, alors qu'un parking se trouve juste à côté. Et dans cette petite ville de campagne, les places ne manquent pas. Le tabac il est à peu près là. Pourquoi vous ne mettez pas devant le tabac? Pour acheter les clopes, c'est plus logique. Pourquoi vous êtes mis si loin? Comme si vous vouliez vous cacher, je sais pas. Je sais pas qu'il avait une idée derrière la tête. C'est logique, mais le bureau de tabac il est là. On va pas se garer à 100 mètres alors qu'il y a une place à 10 mètres. Même pas 5 mètres. Non, vous croyez pas? C'est dans la logique, oui. Dans la logique, oui. Plus l'audition progresse, plus les enquêteurs sont persuadés que Pierre minimise son rôle. Et leurs soupçons, vous allez le voir, vont très vite être confortés. Car dans la pièce à côté, sa petite amie s'apprête à être entendue elle aussi une nouvelle fois. Après une nuit passée en cellule, la jeune femme a bien réfléchi et semble, comme son compagnon, disposée à parler. Oui, donc je vous écoute. Alors, il a voulu conduire la voiture. Ouais. Donc il a pris le volant de la voiture. Il partait en Montluçon, c'était qui conduisait. Pour les gendarmes, cette déclaration est déterminante pour leur enquête. Car si Pierre a bien pris le volant juste après le braquage, alors même qu'il n'a pas le permis de conduire, c'est peut-être pour jouer le rôle du chauffeur. Les enquêteurs commencent donc à se demander si l'attaque du tabac n'était pas en fait préméditée. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était prévu entre eux, qu'ils prennent le volant? Parce qu'entre nous, vous regardez aussi les films, et entre nous, un braqueur conducteur, soit il est tout seul, et il s'enfuit à bord de son véhicule tout seul, mais s'ils sont plusieurs, celui qui braque, c'est... Jamais on a vu le braqueur conducteur et avec des passagers qui restent dans la voiture, qui regardent les mouches voler. Peut-être qu'ils s'en sont parlé entre eux ou qu'ils avaient prévu ça. Les révélations de la jeune femme sont immédiatement transmises à Francis. Car avec ce nouvel élément, l'enquêteur a un coup d'avance sur le suspect. Alors, de retour dans la pièce où se trouve Pierre, il va tout de suite lui montrer qu'il en sait un peu plus qu'il n'y paraît. Pourquoi vous avez changé de place à ce moment-là? Parce que? Ah ouais. Le suspect semble surpris par cette question et se referme aussitôt.
Visiblement, il vient de comprendre que sa compagne était peut-être en train de tout raconter aux gendarmes, une attitude qui ne plaît pas du tout aux enquêteurs. Mais la vérité, il faut la dire jusqu'au bout. Voilà, vous saviez ce qui allait se passer. Faut arrêter les conneries. Faut pas nous prendre pour des lapins de six. Mais parce que, autant on peut être sympa, autant si je vois que vous nous racontez des conneries, moi ça me gonfle. Parce que justement, j'aime bien que ça se passe bien avec les gens. Mais rien n'y fait. Pierre, si coopératif il y a quelques heures quand il s'agissait de parler des autres, l'est beaucoup moins désormais. Alors, pour tenter de le faire réagir, les gendarmes vont s'appuyer sur les pièces à conviction retrouvées à son domicile lors de la perquisition. Et notamment les nombreuses cartouches de fusils de chasse de calibre 16 qui pourraient correspondre à l'arme utilisée pendant le braquage. Avez-vous une arme à feu? Est-ce que vous en avez possédé une? Possédé, non. Pourquoi vous avez hésité? Non. Pourquoi vous avez hésité? Non, parce que j'en avais une avant, je me suis débarrassé. Débarrassé. Elle appartenait à mon père. Qu'est-ce que c'était comme arme? C'était un fusil de chasse. Au pot de qui vous êtes débarrassé de cette arme? Moi, je m'en suis débarrassé dans la nature, je l'ai acheté comme ça. Je m'en suis débarrassé dans la nature? Je l'ai acheté dans une bouteille. Avec cette explication qui semble peu plausible, Pierre est loin de convaincre. Les gendarmes vont provoquer une réaction immédiate chez lui. Est-ce que vous parlez souvent avec? C'est ma copine. On est bien. Je crois qu'il est en train de changer d'avis. C'est le fait d'être bien. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Par rapport à ce qui se passe, elle se pose des questions, c'est normal. Vous comprenez bien? Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle ne tient pas. Ça se pose pas trop, vous le savez bien. Ça se pose pas trop ces questions. Pierre essaie de faire bonne figure. Mais les gendarmes le sentent, le suspect commence à cogiter. D'autant qu'il n'a aucun moyen de savoir ce que sa compagne a pu leur raconter. Après quelques longues minutes de doute, Pierre va finir par lâcher la phrase que Francis attend maintenant depuis 2 jours. Je voudrais bien revenir sur une déposition. Est-ce que vous voulez qu'on vous pose des questions ou qu'on vous laisse parler? Non, je vais m'exprimer. Pour l'arme de mon père, je vous ai un peu menti. C'était vraiment l'arme de mon père, avec lequel il m'a fait le braquage. Pierre a enfin reconnu que l'arme retrouvée chez son ami est bien celle qui a servi au braquage et qu'elle appartenait à son père. Mais en revanche, il va tout de suite tenter de minimiser son implication en expliquant qu'il ne savait pas que Grégoire l'avait emporté dans un sac. À quel moment vous l'avez vu là? Bah, c'est quand on est arrivé à Montluçon, en fait, on s'est arrêté dans un chemin. Et là, lors de cette pause, vous avez vu l'arme? Ouais. Vous lui avez dit quoi, du coup, pour vous rendre compte de ce qu'il y avait vraiment dans le sac? Quand vous avez vu qu'il y avait le fusil, vous avez bien dû... On s'est éclaté. Le suspect prétend qu'il a découvert les mauvaises intentions de Grégoire, le braqueur présumé, une fois arrivé à destination, c'est-à-dire à Montluçon. Mais pour Francis et Dominique, cette version des faits ne tient pas. Car souvenez-vous, la veille, la petite amie de Pierre a déclaré aux gendarmes que son compagnon avait brusquement décidé de conduire la voiture après leur arrêt au bureau de tabac, alors qu'il n'a pas le permis. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. Pierre attendait probablement le retour du braqueur présumé pour prendre la fuite. Tout était donc organisé à l'avance. Mais moi, je pense vraiment que vous saviez ce qu'il allait faire, mais pas comment il allait le faire. Vous ne pensiez pas, peut-être qu'il avait une arme pour le faire. Contre toute attente, Pierre reconnaît enfin que le braquage du tabac aurait été prémédité. Vous avez conduit de 5 ans. C'est qui m'a pris la décision. À quel moment? En fait, on est parti pour Montluçon.
À bout de nerfs, Pierre ne peut plus retenir ses larmes, car il réalise qu'avec ce braquage, sa vie va peut-être basculer. Le jeune homme n'a plus la force de mentir et va livrer aux enquêteurs sa version des faits, sans rien omettre cette fois-ci. Vous êtes du village? Ouais. C'est dans cette arrêt à côté de l'église, à proximité de l'église. Ouais. Parti acheter des cigarettes. En même temps, regarder s'il y avait du monde dedans. Qu'est-ce qui a demandé de faire la vérification? Ça, c'est... Est-ce que vous avez dit toi tu fais ça, toi tu conduis, ou est-ce que c'est votre propre chef, vous avez dit je conduis? Non, c'est moi. Après 48 heures de garde à vue, le mis en cause joue enfin carte sur table avec les enquêteurs et assume avoir été complice dans le braquage. Une signature et l'audition de Pierre prend fin, mais les gendarmes ne comptent pas s'arrêter là pour autant. Dans la pièce d'à côté, David aimerait lui aussi obtenir des aveux de Charlie pour corroborer le rôle de chacun dans cette affaire. La veille, le suspect a nié toute implication dans le vol à main armée. Mais depuis les déclarations de son ami Pierre, les enquêteurs savent qu'il aurait effectué un repérage avant le braquage en allant acheter simplement des cigarettes. C'est en misant sur l'amitié qui existe entre les deux garçons que l'enquêteur va obtenir des réponses. Il est un ami pour vous, c'est bien ça? C'est un ami pour vous? Diriez-vous que c'est une personne de confiance? Il est un ami proche, il n'a aucune raison de mentir sur ce qui s'est passé ce soir-là. On est bien d'accord. Donc là, je vais citer. J'ai donné de l'argent pour qu'il aille chercher des clopes, mais c'était pour qu'il voit s'il y avait des clients. Il est revenu au véhicule pour me dire qu'il n'y avait personne. La stratégie fonctionne, puisqu'à son tour, Charlie lâche qu'il a bien été complice, lui aussi, dans le vol à main armée. Les gendarmes touchent maintenant au but. Mais il leur reste une dernière chose à déterminer. Le rôle de la compagne de Pierre, également présente dans le véhicule le jour des faits. Elle essayait de convaincre tout le monde de ne pas faire le vol. Ouais. Non, elle n'a pas dit ça. Ce que je l'ai dit, elle a dit je le sens mal. Selon Charlie, la petite amie de Pierre serait restée dans la voiture. Mais pour autant, elle était parfaitement au courant des mauvaises intentions des trois garçons, contrairement à ce qu'elle a toujours prétendu. C'était la pièce manquante du puzzle qui s'achève désormais. Pour les gendarmes, c'est une vraie satisfaction et le fruit de près de 60 heures de travail acharné. Là, on a beaucoup d'éléments sur l'enquête qui nous permettent de bien comprendre le cheminement du vol. A priori, donc le quatrième individu qui est toujours recherché est l'instigateur de tout ce vol. C'est lui le braqueur. C'est lui le braqueur, a priori. Et en plus, il a un petit peu trahi ses copains, puisqu'il a fait croire qu'il faisait juste un petit vol à l'étalage. Entre le vol à l'étalage et le vol par ruse. En fait, il a fait un vol à main armée. Donc tout le monde est un peu sur le coup, là, au niveau de ses copains. Les suspects vont maintenant quitter la brigade de recherche pour être présentés devant la justice. Là, c'est terminé. Donc là, pour nous, c'est terminé. On va amener les trois personnes, on va les déférer devant le magistrat pour qu'il décide des poursuites judiciaires. Direction, le palais de justice de Guéret. Les trois suspects partent dans des convois séparés pour éviter qu'ils ne communiquent. C'est la compagne de Pierre qui passe la première. Cette dernière a toujours nié connaître les intentions des trois autres occupants de la voiture. Une demi-heure plus tard, le juge en a décidé autrement. Elle est mise en examen pour complicité de vol avec violence et placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec son compagnon et les autres membres du braquage. Si elle enfreint cette règle, elle partira directement en prison. Au revoir. Au revoir. Pour Pierre, son compagnon, la justice retient la complicité de vol avec violence. En attendant le procès, le jeune homme est placé sous mandat de dépôt. Donc qu'a dit le juge? Donc monsieur part en détention provisoire, au moins tant que le quatrième individu ne sera pas interpellé. Non, maintenant l'objectif c'est le quatrième individu interpellé, et pour le devenir de l'enquête et pour cette personne. Parallèlement à cette affaire, Pierre sera aussi entendu prochainement sur les 770 grammes de cannabis retrouvés chez lui. Quant à Charlie,
Il est lui aussi placé sous mandat de dépôt et comme Pierre, il passera sa première nuit en prison.